nous allons parler donc propagation radio et impact sur les antennes. Voilà. Bilan de transmission, l'atténuation dans l'air, les aléas et les absorptions, vous allez voir qu'il y en a un petit peu beaucoup. Du coup, l'impact en fait sur les paramètres d'une antenne, et puis après, je dirais des notions qui sont beaucoup plus liées à la mise en œuvre des antennes, la notion de contrepoids sur les éléments de carbone, et puis forcément, je dirais, la problématique de la cohabitation avec tout ce qui est métallique. Voilà. Alors, en propagation radio, on est toujours dans une configuration. Alors, ce que je vous ai mis là à l'écran, c'est une configuration simplifiée. Hein. J'ai pris un émetteur, une antenne, l'air, une antenne de réception et le récepteur. À partir de là, tout système de transmission radio peut se caractériser à travers ce qu'on appelle le bilan de transmission, qui s'exprime en décibels, où on va trouver la puissance de l'émetteur, plus le gain de l'antenne d'émission, plus le gain de l'antenne de réception, moins la sensibilité du récepteur. Et en fait, ce bilan de transmission, tout simplement, il traduit l'atténuation en décibels qui est envisageable, tout simplement, entre les deux antennes. C'est donc, cette grandeur en décibels, c'est donc directement une image de la portée que vous allez réussir à atteindre. Voilà. Or, les 4 grandeurs que vous avez là sont des grandeurs qui sont tout à fait spécifiées et caractérisées. Donc, à partir des délais qui sont là, vous avez une appréciation de la distance. Attention, j'insiste, okay, on est bien en décibels et malheureusement, on n'est pas en mètres. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, grossièrement, lorsqu'on évalue une transmission radio à vue, hein, merci, génial, à vue, il faut savoir que la portée est divisée par 2 si vous perdez 6 décibels sur le bilan, et la portée est multipliée par 2 si vous gagnez 6 décibels. Donc vous voyez que, quelque part, ce bilan en décibels, déjà, il vous permet de faire un estimatif en relatif. C'est-à-dire, vous faites un essai en extérieur, vous obtenez une certaine portée, vous n'êtes pas satisfait, quelque part, assez rapidement, vous allez pouvoir savoir combien il vous faut gagner par rapport aux spécifications des 4 sous-ensembles qui composent votre système radio. Attention, les portées sont directement fonction également des fréquences et longueurs d'onde. Voilà. Il faut savoir que les pertes de propagation, donc je dirais l'atténuation dans l'air, elles prennent 6 dB à partir du moment où on double la fréquence. D'accord ? Voilà, je vous donne un exemple qui est très grossier, avec grossièrement un émetteur 10 mW. Si on a une portée de 400 mètres à 434 mégas, ben avec les mêmes 10 mW, on aura seulement 100 mètres à 2450. D'accord ? 2450, c'est Bluetooth, Wi-Fi et compagnie. Ce qui explique le fait que, tout simplement, alors il n'y a pas que ça, hein, mais on se retrouve sur les Bluetooth, Wi-Fi en co avec des portées qui sont, somme toute, relativement faibles par rapport à ce qu'on peut faire en subsidé. Autre facteur important, et qu'il ne convient de pas oublier, c'est la rugosité du sol. Bah oui, c'est que nos applications, elles sont terrestres, et donc, malheureusement, on n'est pas au-dessus de la mer, et ce qui veut dire que, quelque part, on va avoir quelques obstacles, quelques menus obstacles. Donc, quand on dit qu'on est à vue, en réalité, il y a le sol qui intervient, et vous voyez que alors, je suis désolé, si vous voyez l'objet est à 30 cm du sol, bah, si vous faites 40 mètres, à 1,20 m, vous ferez 400 mètres, et à 4 mètres, vous ferez 1000 mètres. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous voyez que la conversion des dB en mètres n'est pas gagnée parce qu'elle est forcément terriblement dépendante de l'environnement. D'accord ? Il faut aussi savoir une chose, c'est que au-delà de 4000 mètres, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de système LoRa, longue distance, etc. Au-delà de 4000 mètres, lorsque vous tenez le produit en main, et bien, tout simplement, 4 km plus loin, en fait, s'il y a quelqu'un aussi qui a son produit en main, en fait, il va commencer à être occulté par la rotondité de la Terre. Donc, de toute façon, et ce facteur-là, ben, on n'arrivera pas trop à s'en défaire. Alors, il y a quand même moyen, si on cherche à transformer ces fameux dB en mètres, il existe tout simplement des possibilités de calcul. Alors, attention, je vous ai classé en haut, tout simplement, les milieux dans lesquels on va faire de la radio terrestre. Vous voyez que ça va du champ libre. Alors, j'insiste sur la notion de champ libre parce que vous savez, souvent dans les spécifications des produits, on vous donne des portées en champ libre. D'accord ? Bon, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule application qui fait du champ libre, une seule application humaine, ce sont les satellites. Là, c'est du champ libre. D'accord ? Le reste, c'est du terrestre.
D'accord? Voilà. Et c'est ce que j'ai appelé là-haut outdoor. Ce qui veut dire qu'on a bien le sol qui est présent, et le sol avec ses aspérités. Je ne parle pas de relief, je parle juste des aspérités. D'accord? Voilà. Et donc je les ai classés, les 6, en fonction, je dirais, de la complexité et de l'impact qu'ils vont avoir sur la radio. Le pire étant évidemment l'urbain, parce qu'en urbain, vous avez des constructions qui sont imposantes, vous avez des véhicules, etc. Voilà. Alors il existe une formule, que j'aurais pu écrire un peu plus grosse, qui permet, je dirais, de passer justement, de calculer l'atténuation dans l'air, en fonction des mètres. D'accord? Et cette formule, vous l'avez là, dans laquelle, donc c'est une atténuation du premier mètre, un facteur d'affaiblissement multiplié par le log en base 10 de la distance. Vous voyez, c'est une formule qui est somme toute relativement simple. Voilà. Et je vous ai mis en dessous les grandeurs, on va dire, voilà. Donc la distance, D c'est la distance. Donc l'atténuation du premier mètre, ben, forcément, je vous l'ai expliqué auparavant, elle change en fonction de la fréquence. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez que l'atténuation du premier mètre, ben, plus on monte en fréquence et plus elle augmente. C'est ce qui explique le fait que, malheureusement, à très haute fréquence, on a des portées très courtes. Et je vous ai mis, je dirais, une valeur très grossière, tout simplement, du fameux exposant d'affaiblissement. Vous voyez qu'il est relativement faible avec 10 quand on est en champ libre, donc on est d'accord, hein, c'est du satellite. Voilà. Et puis, il augmente forcément à mesure où on va, en fait, tout simplement, changer de milieu. Et qu'à partir du moment où on va se retrouver en indoor industriel ou urbain, là par contre on va se trouver confronté à beaucoup de masse métallique en termes de propagation, et forcément on a une atténuation qui va aller croissante. Alors on va faire un petit calcul, d'accord? On va faire un petit calcul pour que vous sentiez bien la chose. Voilà, c'est donc je prends un système vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, puissance d'émission, je vais prendre 14 dBm. Le gain de l'antenne d'émission, bah, c'est un objet, son intégration n'est pas extraordinaire, ça va être du -3. Le gain de l'antenne de réception, pour ne pas se fatiguer, je vais prendre la même, d'accord, ça va être -3 également. Et puis la sensibilité de mon récepteur, une sensibilité très moyenne, -107. J'ai mon bilan de transmission qui vaut 115 décibels, d'accord. Et si maintenant, ben, je l'applique à la formule d'atténuation dans l'air, vous voyez, je l'applique, et là je l'applique, vous voyez, c'est du indoor à 868. Donc j'utilise les paramètres du 868, ce qui veut dire que, quelque part, voilà, je l'applique, et je trouve une distance, une portée de 11 km. Voilà, magnifique, très fort. 11 km en indoor, voilà, je vous rassure, la formule, elle est très bonne. Elle est même trop bonne, hein, vous l'avez bien compris. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. De manière à vous expliquer où est le problème. Si j'arrive à me frayer un chemin au milieu du LoRa qui va partout. Ok. Alors je vous demande un instant. Je vais faire un truc extraordinaire. Je vais faire le tour de la salle. Et vous allez comprendre tout de suite. Ok. Alors, hop. Ah, il y a déjà du LoRa qui m'a marché dessus. C'est bon, vous l'avez à l'écran. Alors, sur l'écran, vous avez 3 traces. Je suis désolé, elles ne sont pas très visibles. Je recommence, voilà. La trace en jaune, c'est le maximum. Le maximum, l'antenne de réception est ici, j'ai une source. J'ai une petite source là, je vais réengager. Voilà. La trace en bleu, c'est le dynamique. La trace en vert, elle enregistre le minimum. Le minimum, d'accord? Et avec ça, vous voyez, je vais faire le tour de la salle. Voilà. Et le système va enregistrer le maximum de réception au niveau de l'antenne noire que vous voyez là-bas. D'accord? Et il va enregistrer également le minimum. J'espère qu'il y a encore un minimum. C'est physique hein, comme métier. Voilà. Voilà. Ok. Et là, si vous regardez bien, alors je reprends le microphone. C'est très technique, hein, comme. Voilà. Ok. Si vous regardez bien, bon, bah, mon maximum, qui est quelque part ce que j'ai calculé avec ma formule. D'accord? Il est tout en haut, là-haut, il est beau, il est bien, il est fort.
Bon, le dynamique, vous avez pu noter quand je me suis baladé, il a beaucoup bougé. D'accord? Et regardez le minimum. Le minimum, il est tout en bas, là. D'accord? Et vous voyez qu'il y a 10 dB par carreau, ce qui veut dire que grossièrement, entre mon maximum et mon minimum, j'ai perdu 60 décibels. 60 décibels, c'est énorme en termes de portée. D'accord? Ça veut dire que, en clair, j'ai une puissance qui a été divisée par 1 million à la réception. D'accord? Et bien évidemment, vous comprenez tout de suite que quelque part, si la portée maximum, celle qu'on va calculer, c'est la jaune en haut, celle que vous allez constater en réalité à l'exploitation et sur le terrain, ben, de temps en temps, elle va ressembler à celle qui est en bas là-bas. D'accord? Voilà. Et toute la difficulté, quelque part, elle est là. Voilà. Allez, on refait une pirouette là. Tiens, merci. Voilà. Le temps que ça raccroche, je vais passer sur la suite. Merveilleux. Voilà. Ça, on n'avait pas prévu, ça marche. Ça arrive. Ah, merveilleux. Voilà. Donc, vous avez compris que quelque part, ce que vous avez là, c'est quelque chose de très optimiste. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, à cause de nos milieux, là, etc., on voit apparaître, vous voyez, les deux termes en rouge qui sont là, qui sont tout simplement des termes des aléas. Des aléas de propagation, tout simplement, c'est-à-dire que la propagation radio, c'est pas quelque chose de déterministe du tout, d'accord? Et deux, on va trouver tout simplement un effet d'obstacle. C'est que mine de rien, même si cette salle est relativement dégagée, dans cette salle, il y a vous, déjà, alors je ne vais pas vous demander de sortir pour refaire, hein, on va refaire ça, d'accord? Et puis il y a le plafond, il y a, enfin voilà, il y a moi, d'accord, qui est couru avec le truc là. Voilà. Et donc, quelque part, il va falloir se préoccuper tout simplement de l'impact de ces deux éléments en rouge. Le reste que vous avez là restant pleinement valable en fait. Alors, nécessité tout d'abord d'une marge de propagation. Ben oui, à partir du moment où vous calculez les conditions extrêmes et maximum d'un système, il faut s'assurer que ce soit exploitable. Or, le principe même du maximum, c'est qu'on est vraiment à la limite. Or, vous avez vu quand j'ai fait le tour, le niveau radio, il évolue très vite. Donc on ne peut pas se permettre de travailler au maximum, c'est pas possible. Parce qu'au maximum, ben, tantôt ça va marcher, tantôt ça ne va pas marcher. Alors des ça va pas marcher, il y en a beaucoup plus que des ça va marcher. D'accord? Donc on est obligé de prendre une marge. Et ce qui veut dire que sur un système fixe, par rapport à mon, je dirais, au bilan de transmission, je suis obligé de considérer aux alentours de 10 à 15 décibels de marge si je suis sur un système fixe, d'accord? Et sur un système mobile, ben, il m'en faut bien 20 à 25, d'accord? Donc ces dB qui sont là, ben, je vais devoir les retrancher de mon bilan, d'accord? Ça va me coûter en distance, mais par contre, je vais avoir un système un peu plus réaliste. Et puis, il y a l'utilisateur. L'utilisateur, ben, c'est tout simplement que le corps humain, hein, c'est de toute façon, à partir d'un côté d'un système, il y a toujours des humains, juste pour le moment, et ben on peut trouver, vous voyez, le corps humain, l'utilisateur, s'il porte le système, ou s'il est à côté, ben, tout simplement, il peut nous consommer entre 20 et 25 décibels. D'accord? Et donc, sur un système mobile qui est supposé être porté par quelqu'un, eh ben, on peut supposer qu'il va aussi falloir tenir compte du fait que potentiellement, on peut perdre ces 20 à 25 décibels sur la transmission. Ce qui veut dire que, voilà, ben, on a 30 à 40 décibels qui déjà sont soustraits, ne serait-ce que par, tout simplement, la nature de la communication radio qu'on est en train de mettre en œuvre. On ajoute la polarisation. Alors la polarisation, ce qu'il faut savoir, c'est que une onde, c'est en fait quelque part une vibration du champ électrique. Vous pouvez tout à fait l'assimiler à un son qui est une vibration de la pression de l'air, c'est exactement la même chose. D'accord? Bon, les sévérités ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est la même chose. Et donc, quelque part, le champ électrique, je dirais, dans la majorité de nos systèmes, il est orienté. Il a une orientation. D'accord? Par exemple, si je prends cette antenne-là, hein, verticale, bah, elle va nous générer du champ électrique vertical. D'accord? Si l'antenne qui est en face, donc ce champ va se propager, on va dire que si se propage à vue, il est censé se propager de manière à peu près verticale. Et si mon antenne de réception, je la bascule, d'accord, ben malheureusement, je me retrouve, on va dire, avec un champ vertical qui arrive sur une antenne qui est horizontale. Et là, je vais avoir tout simplement une perte en réception. C'est ce qu'on appelle
la polarisation. Et la polarisation, si on ne veut, si on est amené à ne pas se poser de questions quant à l'orientation de nos objets, d'accord, et bien tout simplement, ça coûte de l'ordre de 10 à 20 décibels supplémentaires, qui viennent à nouveau se retrancher, d'accord, de la formule que je vous ai montrée précédemment, qui sont liées aux aléas de propagation. À partir du moment où vous avez tenu compte de ces 10 à 20 décibels, ça veut dire que, typiquement, vous n'êtes pas complètement contraint en termes d'orientation de vos produits. Et je vais insister sur une chose, il est préférable d'en tenir compte, parce que tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la polarisation du champ électrique, elle tourne à partir du moment où l'onde rebondit sur une surface. Or, en ligne d'or, on a énormément de rebonds. Ce qui veut dire que la polarisation de l'onde à l'arrivée, vous ne la maîtrisez pas. D'accord, je dirais, donc, vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à changer la rotation, enfin à faire tourner votre objet quand c'est possible, d'accord, pour essayer de le placer au mieux. Rassurez-vous, à peine on va ouvrir la porte de la salle, par exemple, la polarisation va changer. D'accord, donc il est préférable, tout simplement, d'intégrer un aléa de propagation supplémentaire qui est lié à la polarisation. Ensuite, on a la problématique, tout simplement, des obstacles. D'accord, à partir du moment où on est en ligne d'or, on a des franchissements. Ces franchissements, ça peut être tout simplement l'onde radio qui passe à travers un obstacle. On a d'autres phénomènes qui apparaissent, qui sont, je dirais, des notions d'absorption, c'est-à-dire que quelque part, le matériau est légèrement conducteur, il va nous consommer une partie de la puissance HF. Okay, et puis on a les phénomènes de diffraction, c'est-à-dire que c'est comme la lumière, hein, à partir du moment où ça passe à travers une ouverture, derrière, au lieu de continuer en ligne droite, ça va avoir tendance en fait à diffracter. C'est exactement la même chose, le même comportement que la lumière, exactement pareil. Je vous ai mis donc ici, je dirais, des valeurs de franchissement assez classiques. Alors c'est des valeurs assez grossières, bien évidemment, hein, mais c'est ce que coûte, vous voyez, en transmission, un franchissement. Et vous voyez que, bon, je dirais qu'il y a des matériaux, vous voyez, le verre, la brique, le bois fin, bon, ça coûte rien, en fait, en termes de propagation. Et puis vous voyez, quand on commence à arriver sur du béton armé, quand on arrive sur des buttes de terre, un peu du relief, quoi, une habitation, et bien tout de suite, ça se met à coûter très cher, on va dire, en propagation. Voilà. Hein, et donc, tout ça, ce sont autant de délais qui viennent de s'enlever de mon bilan que j'ai calculé, on va dire, à l'origine. Donc, si je reprends ma formule, j'ai toujours mes 115 décibels qui sont là-haut, bah c'est mon capital par rapport aux équipements que j'utilise, d'accord, et je refais mon calcul, et cette fois-ci, je vais intégrer, vous voyez, on les voit apparaître là, des aléas, j'ai 45 dB plus 30, c'est lié tout simplement à, j'ai considéré un certain niveau d'obstacles, d'accord, et j'ai été assez gentil, parce que j'ai considéré que quand 30 décibels d'obstacles de propagation, dans des bâtiments, ça peut être vite plus que ça, et on arrive à une distance de transmission qui est de 100 mètres, ce qui est autrement plus réaliste, d'accord. Voilà, et en réalité, voilà, c'est valable. Voilà, vous voyez qu'on est obligé de compenser, on est passé de 11 km tout à l'heure, hein, à 100 mètres, d'accord, et ça correspond à peu près à ce qu'on observe, j'insiste, de manière très grossière. Voilà. Alors, je vais insister donc sur cette formule, vous avez compris que ça ne permet de faire que des calculs qui sont très approchés, d'accord. Alors il faut savoir qu'il y a dans la salle, je les ai vus arriver tout à l'heure, messieurs Naoun et Bruce, qui sont là, quelle honte, ok, voilà. Société Superwest, qui est basée à Lyon, qui fait de la localisation indoor, qui utilise alors une version très évoluée de ce que vous avez là, et qui, à partir de là, sait faire de la localisation indoor à quelques mètres dans les bâtiments. Je vais vous rassurer, c'est très évolué par rapport à ça. Hein. Il y a plusieurs pages d'Excel pour ne pas dire... voilà. Ok, voilà. Alors l'impact sur les antennes. Parce que vous avez vu que, au départ, quand on calcule le bilan, des dB, on en a beaucoup. Donc on peut se dire, j'en ai plein, je peux gâcher. D'accord ? Or, vous avez vu que ça fond très vite. Voilà. Ça fond très vite. Et je vous rappelle que si on en perd 6, la portée est divisée par 2. D'accord ? Voilà, en théorie. Voilà. Donc, quel est l'impact sur les antennes ? La première chose, effectivement, c'est que sur les antennes, on a la notion de gain.
de gain dans le choix d'une antenne va être important son gain. C'est-à-dire qu'on va essayer de choisir une antenne qui a un gain qui soit à peu près sérieux. D'accord ? Alors quand on est sur des antennes comme ça, là, qui sont bien spécifiées par le fabricant, ça ne pose pas de problème. Quand c'est une antenne qu'on commence à intégrer dans un objet, là, c'est beaucoup plus dur, parce qu'elle est dans un milieu qui est contraint. Donc, la première notion qu'on utilise, c'est le gain en puissance, qui est tout simplement le ratio entre la puissance rayonnée, donc électromagnétique, vis-à-vis de ce qu'on lui injecte, qui est la puissance électrique. Ça, c'est la définition du gain. Il y a un autre aspect qui est important, c'est l'efficacité. L'efficacité, tout simplement, c'est la moyenne des gains linéaires divisé par 360 degrés. D'accord ? Le gain, il est exprimé en dB, l'efficacité est exprimée en pourcent. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'efficacité, qui est plus difficile à maîtriser? C'est tout simplement, ça va traduire la capacité de l'antenne à avoir un rayonnement omnidirectionnel. D'accord? Ben oui, parce que la plupart des objets dans lesquels l'antenne est intégrée, on ne maîtrise pas leur positionnement, pour beaucoup, ou du moins, ils ont un positionnement qui est souvent fixé, une caméra, ou vous voyez, ce genre de choses. Il y a un positionnement dont on n'a pas l'entière maîtrise. D'accord ? On peut se connecter à un réseau, et ce réseau, je dirais la base station la plus proche, vous ne savez pas où elle est. D'accord ? Donc la notion d'efficacité est quelque chose d'important, parce que ça va vous traduire un petit peu, quelque part, l'omnidirectionnalité de votre antenne. Plus l'efficacité est élevée, plus votre antenne est omni. D'accord ? Il faut savoir une chose, c'est que c'est facile de faire du gain avec une antenne, il faut lui donner de la directivité. D'accord ? Sauf qu'à partir du moment où une antenne est directive, on ne peut plus s'en servir dans un objet dont on ne maîtrise pas le positionnement, tout simplement. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une antenne moyenne ou mal installée se traduit à minima par 10 décibels de perte de gain. D'accord ? Voilà, la sanction elle est immédiate. D'accord ? Vous ne vous préoccupez pas de la façon dont vous installez votre antenne ou de la façon dont vous l'intégrez dans votre objet. D'emblée, à minima, vous allez perdre 10 décibels. Ça, c'est la sanction terrible. Or, 10 décibels, emporté, c'est x 3. D'accord ? Ça veut dire que d'emblée, vous venez de diviser votre portée par un facteur 3. D'accord ? Et si on raisonne IoT, vous venez de diviser la zone de couverture réseau accessible par votre objet d'un facteur 9 à 10. Voilà, autant vous dire, peau de chagrin. Donc, certes, le bilan dessus, j'ai 115 décibels, mais vous avez compris que tous sont précieux. Ça, c'est essentiel. Tous sont précieux. Et donc, dès qu'on va commencer à perdre, la portée va régresser de manière très rapide. Et si vous le faites avec la formule, si vous appliquez la formule, vous allez le retrouver. Donc, je reprends mon bilan de transmission de tout à l'heure, vous voyez, et mes fameux 115 qui étaient mon bilan d'origine, je viens d'appliquer dessus tout simplement les 10 que j'ai perdus à cause de mon antenne que j'ai jetée dans mon coffret. D'accord ? Et du coup, ils deviennent 105. Et mes 100 mètres de tout à l'heure, c'est bien ça, ils tombent à 30 mètres. D'accord ? Voilà. Alors vous allez me dire, peut-être qu'applicativement, les 30 mètres sont acceptables, certes, mais il n'empêche que juste parce que j'ai balancé mon antenne dans mon coffret, je viens de diviser la portée par 3. Et c'est dommage, bien évidemment. D'accord ? C'est particulièrement grave sur un système qui fonctionne avec un réseau. D'accord ? Je vous donne l'impact de ça. Au moment où Sigfox, précurseur dans le domaine de l'IoT, a commencé, je dirais, à se faire reconnaître et à voir des objets être connectés sur son réseau, ils ont très vite été obligés de mettre une certification avec des niveaux de puissance minimum, parce que tout simplement, les gens qui concevaient les objets, je dirais, utilisaient n'importe quoi en termes d'antenne, se retrouvaient avec, au niveau de leur objet, des performances radio qui étaient faibles, et se retournaient vers eux en disant, dites donc qu'au niveau couverture réseau, c'est pas terrible. Non, le réseau était bon, c'est juste l'objet qui est mauvais. D'accord ? D'où le fait qu'ils ont exigé très rapidement, ce qui est un peu anti-commercial, un niveau tout simplement de qualité minimum au niveau des objets, ou du moins, si l'objet, quand il passe dans leurs mains, ils s'aperçoivent qu'il n'a pas les performances, ils pourront se retourner vers les gens en disant, écoutez, voilà, on a chiffré, vous allez avoir des problèmes de couverture. D'accord ? Mais c'est pas le réseau. Voilà. Donc, vous comprenez bien que quelque part, une bonne antenne, c'est une bonne installation ou une bonne intégration.
parce que sinon ça va vous coûter cher. Donc certes, quand on fait le calcul des dB, il y en a beaucoup, mais par contre, il ne faut rien négliger. Voilà. Donc, autant, je dirais, les performances des émetteurs et des récepteurs sont parfaitement maîtrisées. Vous achetez un module, d'accord, vous prenez sa puissance d'émission, sa sensibilité, c'est bon, c'est caractérisé, rassurez-vous, le module qui vous est vendu, il a bien ces performances-là, il n'y a pas de problème. Par contre, dans l'intégration de l'antenne que vous allez faire, alors là, par contre, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus impalpable. Je tourne. Ça fait rien. Allez, on va passer en manuel peut-être. Voilà. Première chose, l'impact du contrepoids sur les antennes quart d'onde. D'accord. Alors, un élément quart d'onde, bon, je ne vais pas refaire ce que j'ai fait l'année dernière sur les antennes. Une antenne, c'est constitué, une antenne théorique, c'est constitué de deux résonateurs. D'accord. Ça fait un élément qu'on appelle le dipôle demi-onde, d'accord, dans lesquels il y a deux résonateurs, et ce sont ces résonateurs qui assurent, on va dire, la conversion entre l'électrique et l'électromagnétique. Je ne vais pas plus loin. L'inconvénient du dipôle, c'est que quelque part, il s'attaque en symétrique, et puis c'est une antenne qui est un peu longue, elle n'est pas très facile à manier. D'accord. Voilà. Donc, dans la plupart des produits que vous faites, que vous intégrez, ce sont souvent des quarts d'onde qui sont intégrés. Tout simplement, le quart d'onde, bah, c'est la moitié de l'autre, déjà, donc on a gagné tout simplement en longueur. Et il n'y a plus qu'un seul résonateur. D'accord. Ça fonctionne très bien, néanmoins, rassurez-vous. Par contre, voilà, ça a besoin tout simplement de ce qu'on appelle un contrepoids. C'est-à-dire que cette antenne-là, elle ne fonctionne qu'à partir du moment où elle s'appuie sur une masse métallique qui soit conséquente. D'accord. Voilà. Et elle a besoin, on va dire, de ce contrepoids. Donc ça veut dire que typiquement, c'est une antenne que vous allez devoir appuyer soit sur un coffret métallique, soit sur une carte. Et il faut savoir que la plupart des antennes que vous achetez dans le commerce, vous savez, des petits barreaux de céramique, des petits barreaux de PCB, etc., ce sont des cartons. Donc ils ont besoin de la carte qui est en dessous pour fonctionner correctement. Si vous mettez une carte trop petite, mal ficelée, plan de masse merdique, etc., votre antenne veut tout de suite, les 10 dB qu'on a vus précédemment, là, ils sont perdus d'emblée, si ce n'est pas plus. Voilà. Quelle est la taille minimum, on va dire, il faut être, typiquement, théoriquement, il faut être supérieur à lambda sur 2, donc pour un produit, vous voyez, en 868, lambda sur 2, c'est 17 cm, c'est quand même pas anodin en termes de taille de carte. D'accord. Alors, soyons clairs, on peut se permettre, moyennant, on va dire, une réduction du gain d'antenne, mais qui est complètement négligeable, on peut se permettre de descendre à lambda sur 4. C'est-à-dire que typiquement, sur des antennes qui font 8-9 cm sur leur plus grande dimension, on aura un comportement d'antenne qui va être acceptable. En dessous, bah, tout simplement, là, vous allez avoir des perfs d'antenne qui vont chuter. D'accord. Voilà. Donc un exemple à côté, je vous ai mis une photo, là, en fait, c'est cette antenne-là, mais elle est équipée d'un plan assuré. Voilà. Il faut être conscient d'une chose, c'est que tout simplement, le rôle de ce contrepoids, ça va être tout simplement que l'antenne puisse s'appuyer dessus, c'est-à-dire que quand on injecte du courant dans l'antenne, il faut que dans le contrepoids, il y ait du courant qui revienne. D'accord, parce que tout simplement, les électrons, ça ne s'invente pas. D'accord. Et inversement, je vous rappelle qu'on est en alternatif. Hein, donc voilà. D'accord. Mais il faut que le contrepoids soit capable de drainer tout simplement les courants qui circulent dans l'antenne. Je vais insister sur une chose. Dans les puissances qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire quand on fait de l'IoT, du cellulaire, etc., on est sur des courants HF qui peuvent aller de 10 jusqu'à 200 mA. On parle bien de centaines de milliampères. D'accord. Voilà. Donc vous voyez que ça impose quand même une qualité de plan qui soit quand même relativement bonne, vu la nature, tout simplement, des courants qui circulent. Alors, je vais insister sur une chose, la HF a une capacité à se faufiler qui est absolument excellente, d'accord. Vous, sur votre carte, vous faites un contrepoids qui n'est pas terrible, les courants HF vont trouver d'autres chemins. S'il faut traverser des composants pour faire l'effet de contrepoids, ça va traverser les composants. D'accord. Et donc, je vous laisse imaginer 200 mA de courant HF qui traverse un microcontrôleur. Ça va assez vite en général. Hein. Ça se calcule en microsecondes, la durée de vie du microcontrôleur. Hein. Donc, d'où l'importance, je dirais, de noter, je dirais, l'absolue nécessité de ce phénomène de contrepoids, et donc de savoir si l'antenne que vous avez, elle est demi-onde ou quart d'onde, puisque le quart d'onde, il a besoin du contrepoids. Je vous fais une démonstration juste après. Une antenne, vous allez trouver des modèles de millions qui ne nécessitent pas de contrepoids. D'accord.
ça ne veut pas dire qu'on peut l'installer n'importe où. Voilà. Une antenne, comme je vous le disais, c'est censé générer une onde. Et une onde, c'est du champ électrique. D'accord? Et le champ électrique, il y a un truc que ça n'aime pas du tout, c'est le métal. D'accord? Parce que tout simplement, le métal, lui, il a pour effet, quand il est parallèle, ou à peu près parallèle au champ électrique, il le court-circuite. D'accord? Donc, vous demandez à une antenne de développer du champ électrique, et puis vous la placez sur un matériau qui a pour propriété de court-circuiter le champ électrique. Forcément, ça ne va pas. Voilà, alors vous prenez un haut-parleur, par exemple, de votre chez Wi-Fi, et puis vous avez votre enceinte, vous la tournez contre le mur. Mettre une antenne sur du métal, c'est la même chose. Voilà, donc on ne peut pas se permettre de ça. Attention, il faut savoir qu'une antenne, elle est également dépendante aux matériaux isolants. Isolants. Alors là, on peut mettre à proximité. Et vous voyez que l'antenne que vous avez là, qui est un élément autocollant, on va forcément venir le coller sur un support. D'accord? Et une antenne, elle est dépendante de la nature de ce support, et en particulier d'une caractéristique électrique qu'on appelle la permittivité. Voilà. Or, il faut savoir que, si vous regardez bien, je vous ai donné ici les permittivités des éléments physiques qu'on connaît classiquement aujourd'hui. Hein, l'air c'est 1, le bois c'est 2, le plastique c'est 3, le verre c'est 6 et la céramique c'est 10. Et forcément, vous vous doutez que, à partir du moment où on va coller cette antenne sur telle ou telle, il va y avoir un impact qui va être non négligeable. Donc il est important, quand on colle une antenne qui est conçue pour sur un support, de s'assurer que cette antenne est bien compatible avec la nature du support qu'on utilise. D'accord? En l'occurrence, la plupart des antennes comme ça autocollantes, on peut parfaitement, elles sont souvent conçues pour être collées sur du bois ou sur du plastique. À partir du moment où vous les collez sur du verre ou de la céramique, ça change un peu la donne. D'accord? Et là, c'est à nouveau des bébés qui s'envolent. D'accord? Voilà. Après, ce sont des critères d'installation. Voilà, alors je vous ai illustré là, je dirais, quelques cas un petit peu intéressants, hein, voilà. Vous voyez, par exemple, là, il y a une petite antenne coudée, là, et en fait, elle est coudée, mais quand on la coude, pour pas qu'elle prenne trop de place, en fait, elle est coudée contre une paroi métallique. Alors, je dis pas que ça marche pas. J'aurais tendance à dire, vu la distance, je pense qu'en Wi-Fi Bluetooth, ça ne doit pas être gênant, parce que la longueur d'onde est relativement courte. D'accord? Par contre, ça, en sub-giga, c'est interdit. Parce que là, par contre, en sub-giga, la longueur d'onde est plus grande. L'impact du métal qui est juste à côté sur l'antenne va être beaucoup plus important. Donc, c'est quelque chose qui doit être quantifié. D'accord? Voilà. Voilà, je vous donne photo du milieu. C'est typiquement, ça, c'est une antenne qui est une antenne Wi-Fi. D'accord? Mais la très bonne idée, ça a été de la coller juste à côté de la batterie. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a l'antenne, et puis juste collé contre, il y a la batterie. D'accord? Donc en fer, on est venu placer, on va dire, à côté de l'antenne, un élément métallique qui va venir court-circuiter le champ électrique généré par l'antenne. Voilà. D'accord? Et puis alors le dernier exemple, c'est un capteur avec une belle antenne, vous voyez, et le fil du capteur, il y a un fil pour aller, soit c'est une alimentation, soit c'est un sensor qui est extérieur, et bien en fait il est parallèle à l'antenne. D'accord? Et là, c'est gagné. Là, en termes d'effondrement de l'efficacité d'antenne, je dirais le fil qui est à côté va se comporter comme un élément absorbant et va venir nous dégrader. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, je vous l'ai mis en dessous, par rapport aux fréquences qu'on a l'habitude de manipuler, il faut quand même considérer 4 à 5 cm d'écartement quand on est en 868-915, en sub-giga, et il faut être aux alentours des 2 cm minimum lorsqu'on est sur du Wi-Fi 2450 ou 5 Go 3. D'accord? Voilà les précautions, je dirais, à respecter. Alors, j'insiste sur une chose, c'est bien le métal qui est à proximité. On n'est pas là en train de parler du contrepoids qui est au pied. Hein. Le contrepoids, il est nécessaire. C'est par contre, là, des éléments métalliques qui seraient mis, on va dire, en parallèle de l'élément d'antenne. D'accord? Mais le problème, c'est que sur des antennes qui sont complètement intégrées, on ne sait pas toujours où est placé l'élément. D'accord? Voilà. Allez, on va arrêter de bavacher. Je vais vous faire quelques démonstrations. On est reparti? Allez, on y croit. Alors, la première démo que je vais vous faire, le perlimpinpin. La première démo que je vais vous faire va être une démo sur la notion de contrepoids. D'accord? Voilà. Alors, je vous préviens, ce sont des démonstrations. Vous savez comme moi comment fonctionnent des démonstrations entre le moment où on les prépare et le moment où on les fait.
Donc je décline toute responsabilité quant à ce que ça va donner. D'accord? Voilà. Ok, je vais le faire avec un élément qui est un élément 434 mégas, enfin, peu importe, je vais reforcer, pardon. Voilà, c'est un élément 434 mégas que je vais mettre ici. Je pose le micro. Et après, je le mets en œuvre et je vous explique ce qu'on a à l'écran. On collabore mieux. Ok. Donc, c'est un élément 434 mégas. En face, je reçois avec l'antenne cylindrique noire que vous voyez là. Donc, vous voyez déjà, regardez l'impact de l'utilisateur. Hein. D'accord? Voilà. Alors, quelles sont ces deux courbes qu'on a à l'écran là? En haut, c'est une courbe qui traduit, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est une courbe qui traduit tout simplement ma capacité à injecter de la puissance dans mon antenne. Ben oui, parce que si je veux que mon antenne rayonne, la première chose à faire, c'est d'être capable de lui faire rentrer de la puissance électrique dedans. D'accord? Et à la réception, c'est le contraire. Hein, elle restitue, mais c'est exactement la même chose. D'accord? Voilà, c'est l'adaptation. Donc, c'est facile, cette courbe-là, il faut qu'elle soit la plus basse possible. D'accord? La plus basse possible. Voilà. L'autre, que vous voyez en bas, c'est tout simplement, c'est la transmission entre cette antenne et celle qui est en face. D'accord? Donc là, cette courbe-là, elle nous permet de juger, tout simplement, du gain ou de l'efficacité de rayonnement de l'antenne qui est ici. D'accord? Alors, vous noterez une première chose, c'est que l'antenne qui est en haut, vous voyez, le marqueur il est sur 434 mégas, qui est de sa fréquence de travail. Comme je vous le disais, une antenne c'est un résonateur. À partir du moment où on injecte de la puissance dans un résonateur, il l'absorbe. Il l'absorbe parce que tout simplement, il l'absorbe pour la restituer en électromagnétique. Principe d'une antenne. Or, et donc quelque part, l'accord, vous voyez que c'est l'espèce de petit trou qu'on voit. Vous voyez? Donc, un, il est pas à la bonne fréquence. Deux, il est quand même pas terrible. D'accord? Ce qui laisse à penser que, déjà, rien qu'en regardant cette courbe, il y a un petit souci. C'est-à-dire que mon antenne, manifestement, ne travaille pas à la fréquence qui m'intéresse. D'accord? Voilà. Si on regarde la valeur en haut, bon, moins 5, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est la valeur qui est en bas, moins 56. D'accord? Moins 56, ça veut dire que j'ai 56 décibels de perte entre mes deux antennes. D'accord? Voilà. Et là, je vais juste bêtement rajouter un plan de masse au pied de mon élément. Bon, si ça se laisse faire. Et là, miracle. Vous voyez que quelque part, l'accord d'antenne est bien maintenant à ma fréquence de travail. D'accord? 434. Donc, c'est bien l'installation que j'ai faite qui ne collait pas. D'accord? Et vous remarquerez que les moins 56 sont devenus du moins 40. D'accord? Donc ça veut dire grossièrement 15, ça veut dire moins 56, oui, ça veut dire 15-16 dB de mieux. Et 15-16 dB, soyons clairs, tout de suite, c'est un facteur 4 à 5 sur la portée. 4 à 5. D'accord? Donc bêtement, en installant correctement cette antenne, au niveau des performances, ça n'a absolument rien à voir. Je vais juste vous montrer. Alors attendez, non, j'ai oublié un truc. On remet. Voilà. Je prends un fil. En l'occurrence, c'est une baguette métallique hein, qui symbolise un fil. D'accord? Et je vais venir le mettre à côté. Voilà. Gagné. Regardez, là je suis à 2 cm à peu près. D'accord? L'antenne se désaccorde. On le voit là-haut. Vous voyez que ça s'est déplacé. Et en prime, j'ai les pertes de transmission. Vous voyez, par rapport à, voilà, je peux aller perdre jusqu'à 10 dB, quoi, à peu près. 10 dB, une division de la portée par 3. D'accord? Pour un fil qui, là, en l'occurrence, était à 20-30 mm de l'antenne. D'accord? Voilà. Plaque métallique. Bon, on voit que l'accord s'écrase, on perd un petit peu moins, là. D'accord? D'accord? Voilà. Donc, je dirais, chose à éviter. Chose à éviter. Voilà. Ok? Là,
Je vais vous montrer. Je vais juste vous montrer en termes d'accord. Il y a un truc bizarre. Je vais l'éteindre, ça va aller mieux. Ok. L'antenne que je vais vous montrer maintenant, je suis désolé, là j'ai deux mains. Voilà. Ok. Ça, c'est un élément demi-onde. C'est un élément demi-onde. Alors, normalement, l'élément demi-onde, c'est symétrique, mais celle-là, elle a été modifiée, on en trouve assez couramment, c'est ces antennes un peu longues, c'est un élément 868. Je le branche et je le donne. Vous voyez que l'élément demi-onde, lui, pour fonctionner, n'a pas besoin de plan de masse. Regardez la courbe du haut. Vous voyez que, alors qu'il n'y a pas de plan de masse, hein, au pied, vous voyez qu'on a l'accord qui est parfaitement réalisé à la fréquence de travail. D'accord ? Inconvénient, alors c'est du 868, hein, donc il fait la même taille que l'autre, mais le cardon, lui, il fait la moitié, donc c'est quand même une antenne qui n'est pas anodine en termes de taille. Par contre, vous voyez que, évidemment, elle a un énorme intérêt en termes d'usage, c'est qu'elle ne requiert pas de plan métallique en son pied. Donc si vous avez, par exemple, une antenne à installer sur un coffret plastique, à ce moment-là, je vous encourage, même s'il est un peu encombrant, à opter pour un élément demi-onde. D'accord ? Voilà. Hein, parce que vous voyez que du coup, on n'est pas du tout, vous voyez, et je vais aller plus loin, je tirerai de ma main comme contrepoids, j'ai toujours l'accord. D'accord ? Donc c'est une antenne qui n'est pas fonction tout simplement du support sur lequel elle est montée. D'accord ? Voilà. Allez, je termine. Je vais prendre deux antennes qui sont des antennes à monter sur coffret. D'accord ? Ce sont des antennes 868 toujours. Voilà. Et donc, je vais regarder si ces antennes, vous savez, bien souvent, quand on installe des antennes sur des coffrets électriques, on peut avoir des coffrets en résine ou des coffrets métalliques. D'accord ? Et bien, on va tout simplement regarder si ces antennes peuvent être montées indifféremment sur des coffrets en résine ou métallique. Voilà. Je prends ici la première. Bon, vous voyez que là, elle est posée sur un cube de mousse. Donc on a une adaptation, on est bien à l'accord. Et vous voyez qu'on est à moins 44 en transmission. Voilà, et je vais bien mettre des plaques métalliques en dessous. Combien ? L'accord n'a pas bougé. D'accord ? Et moins 44. Donc c'est une antenne qui peut parfaitement travailler aussi bien sur de la matière plastique que sur du métal. D'accord ? Voilà. Donc vous n'allez pas vous préoccuper de son installation. Alors je vais être clair avec vous, hein, c'était facile. Ça c'est une antenne panorama. Panorama, ils doivent être dans la salle. Voilà, ok. C'est vous, d'accord ? C'est des gens, il doit y avoir un gourou chez eux. Voilà. Cette antenne, je suis sûr, on la jette dans l'eau, elle marche encore. C'est à peu près ça. Hein. D'accord ? Voilà. Donc elle est adaptée aussi. Bon, c'est moins propre. Hein. Voilà. Donc on est à moins 49 quand elle est toute seule, moins 47, moins 49. Voilà. Donc vous voyez que celle-ci, son accord est beaucoup plus propre. Et vous voyez que ses performances ont été améliorées. Donc voilà une antenne qui est en multivers quand on l'utilise. C'est pas une panorama. D'accord ? Aura besoin d'être préférentiellement montée sur une surface métallique pour fonctionner correctement. D'accord ? Si vous la montez sur du plastique, vous avez vu, on a perdu aux alentours de 5 dB à peu près, et je vous rappelle, 6 dB, c'est une portée divisée par 2. D'accord ? Voilà. Donc, voilà. Donc, des considérations d'installation et de prise en compte qui sont importantes, qui tout de suite en fait pèsent lourd en termes de performance fonctionnelle.